Joe Biden a atterri en Corée du Sud vendredi, marquant son premier voyage en Asie en tant que président. Sur sa liste des choses à faire, il y a le renforcement des alliances et la lutte contre la Chine. Taïwan ne sera pas autorisé à assister à une importante réunion de l'Organisation mondiale de la santé, la Chine communiste s'opposant à la participation de l'île. L'inquiétude monte en Australie après que les îles Salomon ont signé un traité de sécurité avec la Chine. Une experte explique ce que les Five Eyes peuvent faire devant cette situation. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La stricte politique chinoise du zéro Covid-19 frappe durement les écoles internationales du pays. En effet, les enseignants étrangers quittent le pays en masse. Voici la suite. Les écoles internationales en Chine sont confrontées à un exode des enseignants et des étudiants étrangers, certains acteurs du secteur affirmant qu'il y a des écoles qui ne survivront pas à l'objectif zéro Covid de Pékin. Les restrictions sur les voyages, les confinements et le renforcement des règles sont autant de facteurs qui contribuent aux difficultés du secteur. Environ 40% des enseignants devraient quitter le continent cette année, contre 30% l'an dernier et 15% avant la pandémie. Alex Amos est responsable de l'apprentissage précoce dans une école internationale de Guangzhou. Elle explique que l'école a du mal à remplacer les enseignants qui partent. Maintenant que nous sommes dans la saison de recrutement de 2022, nous constatons qu'une nouvelle configuration d'enseignants et de dirigeants émerge et que, fondamentalement, tous les concitoyens des écoles internationales choisissent de quitter la Chine, de sorte que le bassin de candidats à l'intérieur du pays s'est rétréci. Il est donc plus difficile de recruter en Chine et en dehors de la Chine. Donc trouver du personnel de qualité, en particulier dans ce cycle de recrutement, a été très complexe. Les écoles internationales peuvent être des entreprises lucratives, les frais de scolarité dépassant parfois 44 000 $ par an. Elles sont considérées par les parents chinois de la classe moyenne comme un moyen d'améliorer les chances de leur enfant d'obtenir une place dans une grande université internationale. Ces dernières années, certains ont évité d'émigrer en raison de la situation liée à la pandémie. Aujourd'hui, alors que le pays est confronté à une résurgence du virus, des familles étrangères choisissent de rentrer chez elles. D'autres hésitent à s'installer complètement en Chine. Tom Almet est directeur exécutif de l'Association des écoles internationales de Chine et de Mongolie. De nombreux directeurs d'école m'ont dit qu'ils avaient passé jusqu'à 300 heures, voire plus, à essayer de recruter des enseignants pour la Chine. Mais maintenant, les gens du monde entier ont lu des articles sur les confinements et ne ressentent tout simplement pas le besoin de se soumettre à cela. Donc ils vont travailler ailleurs. En outre, Pékin a pris des mesures pour limiter l'influence étrangère dans le système éducatif. Certaines écoles ont donc dû s'adapter à l'évolution de la réglementation. Récemment, une école de Pékin affiliée à l'école publique anglaise Harrow a été contrainte d'abandonner sa célèbre marque, et l'école Westminster de Londres a renoncé à un projet d'école en Chine. Le président américain Joe Biden est arrivé en Corée du Sud, marquant le début d'une visite de 5 jours. Ce voyage, qui passe par le Japon, représente son premier voyage en Asie en tant que président. Il s'est d'abord rendu dans une gigantesque usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics, soulignant ainsi son message de sécurité économique face à la Chine et à la guerre en Ukraine. Joe Biden est arrivé en Corée du Sud vendredi. C'est son premier voyage en Asie depuis son investiture. La pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont tenu l'administration Biden occupée, mais le président tourne à présent son attention vers l'Asie. Une si grande partie de l'avenir du monde va s'écrire ici, dans l'Indo-Pacifique, au cours des prochaines décennies. Biden a entamé son voyage en Asie en abordant la question de la pénurie de puces informatiques qui frappe l'économie mondiale. Il a visité une usine Samsung qui servira de modèle pour une usine de semi-conducteurs de 17 milliards de $ que la société coréenne prévoit d'ouvrir au Texas. Le nouveau président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions il y a environ 2 semaines, a accueilli Biden à l'usine de puces. La visite du président Biden à l'usine de puces Samsung est une bonne occasion pour nous de nous rappeler, non seulement l'importance économique et sécuritaire des puces informatiques, mais aussi la signification de l'alliance stratégique globale entre la Corée du Sud et les États-Unis à travers ces puces. Par rapport à son prédécesseur, le dirigeant sud-coréen a exprimé une approche plus conflictuelle à l'égard de la Corée du Nord et une position plus dure envers la Chine. Biden a déclaré que l'onde de choc économique provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine a mis en évidence la nécessité de sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques afin que l'économie et la sécurité nationale des États-Unis ne dépendent pas de pays qui, je cite, ne partagent pas nos valeurs.
Ceci intervient alors que les alliés des Américains font face à une menace croissante des armes nucléaires et des programmes de missiles de la Corée du Nord. Les services de renseignement américains estiment qu'il existe une réelle possibilité que la Corée du Nord procède à un nouvel essai de missiles balistiques ou nucléaires pendant la visite de Biden. Le dirigeant autoritaire du pays, Kim Jong-un, tente de faire passer l'idée que le Nord est une puissance nucléaire et qu'il est déterminé à négocier des concessions sécuritaires et économiques en étant en position de force. La Chine surveille également la visite de Biden. Les États-Unis et leurs alliés comptent sur le pays communiste en tant que partenaire commercial, mais les responsables américains considèrent de plus en plus la Chine comme un concurrent. En effet, les intérêts économiques communs ont souvent révélé des systèmes de valeurs contradictoires. Biden doit ensuite se rendre à Tokyo pour rencontrer les autres dirigeants de l'Alliance Indo-Pacifique, connue sous le nom de Quad, un groupe qui comprend l'Australie, l'Inde et le Japon. Les 4 nations partagent les mêmes préoccupations vis-à-vis de l'affirmation croissante de la Chine dans la région et de ses forces armées de plus en plus performantes. De son côté, la Chine considère que ce groupe fait partie d'un effort mené par les États-Unis pour entraver son essor économique et politique et constitue un obstacle à ses ambitions d'annexer Taïwan. Biden essaie de donner une image des États-Unis assez classique, celle d'un gouvernement qui peut gérer les problèmes à l'Est comme à l'Ouest et qui est capable de défendre les valeurs démocratiques dans le monde entier. Taïwan ne participe pas à une importante réunion de l'Organisation mondiale de la santé qui a lieu en ce moment. L'île affirme que l'OMS a ignoré ses demandes répétées de participation en tant qu'observateur. Ce refus est dû à la Chine, membre de l'OMS, qui s'est prononcée contre l'admission de Taïwan. L'assemblée annuelle de l'OMS se tient du 22 au 28 mai. De 2009 à 2016, Taïwan avait été autorisé à participer à l'assemblée en tant qu'observateur dans un contexte de réchauffement des relations entre Pékin et Taipei, mais l'île s'est vue refuser une adhésion à part entière à l'OMS. L'île est exclue de la plupart des groupes mondiaux en raison des objections de Pékin. La Chine insiste sur le fait que l'île ne doit pas être traitée comme un pays indépendant, car Pékin la considère comme l'une de ses propres provinces. Malgré cela, le régime communiste n'a jamais gouverné Taïwan. L'île a ses propres dirigeants élus démocratiquement et sa propre constitution. Taïwan rejette la revendication de souveraineté de la Chine et affirme que seul son peuple peut décider de l'avenir de l'île. Le département d'État américain a déclaré mardi dernier que Taïwan devrait être autorisé à participer à la réunion de l'OMS. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, l'inquiétude monte en Australie après que les îles Salomon ont signé un traité de sécurité avec la Chine. Une experte explique ce que les Five Eyes peuvent faire devant cette situation. Voici la suite. Une experte déclare que l'alliance des Five Eyes doit faire face à un défi pour trouver des solutions vis-à-vis de cette situation. C'est un sujet un peu délicat, parce que la Nouvelle-Zélande a dérivé dans l'orbite économique chinoise d'une manière très évidente. Elle dit que cela soulève beaucoup de questions. L'Alliance des Five Eyes, c'est une construction post-coloniale qui comporte certains éléments coloniaux, et l'un d'eux est que chacun des pays a été en quelque sorte désigné comme zone primaire ayant des responsabilités stratégiques, surtout après la fin de la guerre froide. L'Australie a été désignée comme une zone qui comprend les îles Salomon. C'est pourquoi ce qui s'est passé dans les îles Salomon est un échec direct de la politique de Canberra. La Nouvelle-Zélande s'est vue attribuer la zone polynésienne. Cela va de la Nouvelle-Zélande, en gros, jusqu'à Hawaï. Et nous reconnaissons que la Nouvelle-Zélande est un faible membre d'une alliance stratégique et qu'elle dérive vers une orbite chinoise. Pascal évoque le risque. Mais cela signifie qu'il y a une zone stratégique sur laquelle elle était, en quelque sorte, censée garder un œil, et c'est la Polynésie. Si la Nouvelle-Zélande ne se défend même pas, alors comment ou pourquoi défendrait-elle la Polynésie ? En fait, elle serait bien placée pour tirer parti de sa position, en obtenant des concessions de la part de la Chine, et en lui donnant accès à la Polynésie. Selon elle, l'Alliance fait face à des circonstances compliquées. Donc, en ce qui concerne les Five Eyes, il y a ce problème en Nouvelle-Zélande, il y a le problème au Canada, qui est aussi très fortement pénétré par la guerre politique chinoise. Pascal dit que c'est la raison pour laquelle nous observons de nouvelles minilatérales, c'est-à-dire des ramifications des grandes alliances établies. Les plus petites versions sont conçues pour renforcer les plus anciennes, qui, selon elle, ne sont peut-être plus aussi efficaces qu'avant.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.